L'invité du grand entretien est aujourd'hui le professeur Philippe Amoyel, figure marquante et emblématique de la Covid-19, dont il est un des commentateurs les plus écoutés et les plus rassurants, très présent sur les médias et toujours disponible pour nous sur Radio J. Je l'en remercie vivement. Nous allons profiter de ce long format pour en apprendre un peu plus sur l'homme, son itinéraire, sur ce qu'on pourrait familièrement nommer sa vie, son œuvre, avant de vous faire découvrir un pan important mais moins connu de son activité professionnelle, l'actualité ayant mis en avant ses compétences en infectiologie, si précieuses durant cette longue phase épidémique, partie malheureusement pour se prolonger ou s'activer. Nous n'avons en effet jamais parlé sur cette antenne de ses fonctions à la Fondation Alzheimer dont il est le directeur, ce que nous ferons plus tard dans l'émission. Nous en profiterons bien sûr pour faire le point sur cette maladie dont l'évolution fait si peur. Professeur Amoyel, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous recevoir dans notre grand entretien qui va donc se décomposer en 4 parties. Faire plus ample connaissance avec vous, que nous avons souvent vu en liaison vidéo. Vous nous expliquerez pourquoi. Parler ensuite de l'Institut Pasteur de Lille, dont vous avez été le directeur de 2002 à 2011, de vos fonctions de professeur de santé publique, d'économie et de prévention. Vous êtes chef de service au CHU de Lille. Vous demandez ensuite votre sentiment sur cette épidémie qui nous réserve tant de surprises depuis son apparition en novembre 2019 et qui repart dans toute l'Europe malgré la vaccination. Et enfin, nous expliquer le rôle que vous exercez à la Fondation Alzheimer et nous aider à mieux comprendre et peut-être bientôt à prévenir, ralentir ou traiter cette maladie redoutée. Alors, première partie de l'entretien, faisons plus ample connaissance. Commençons par votre itinéraire personnel, puis professionnel. Alors, vous êtes né en Algérie, quelques années avant les accords d'Évian ? Oui, c'est ça, en 1959. Algérie que j'ai quitté très rapidement avec mes parents en 1961. Dans une famille de médecins, professeur Amoyel ? Alors, mon père était médecin et ma mère était libraire. Donc voilà, j'ai quitté donc l'Algérie à l'âge de à peu près 1 an et demi pour rejoindre la France et m'y installer définitivement. Vous arrivez à Paris directement ? J'arrive d'abord à Marseille, où une partie de la famille de ma mère avait déjà habité déjà. Et ensuite, en effet, je remonte sur Paris. Des études secondaires faciles ? Alors oui, les études étaient faciles. Je les ai faites en Normandie. J'ai habité au Havre, puis à Rouen. Et puis ensuite, je les ai terminées à Lille, ville dans laquelle je suis toujours aujourd'hui. À partir de quand germe l'idée que vous allez faire médecine ? C'est une vocation, c'est une évidence ? Alors pas complètement, puisque j'étais parti sur une profession d'ingénieur. Donc j'ai commencé cette cette formation. Et puis rapidement, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose. Et quelque chose, c'était la relation humaine, c'était la relation à la santé, la relation à la biologie. Ça m'avait toujours intéressé dans ma jeunesse. J'étais très passionné par la physique, mais surtout tout d'un coup par la biologie. Et j'ai décidé d'aller m'inscrire en faculté de médecine. Voilà. Vous avez un souvenir de la première année de médecine, de la première blouse, de la première consultation ? Parce que c'est quelque chose de marquant pour nous tous. La première année de médecine, comme vous le savez, c'est un concours infernal où il faut apprendre énormément de choses, pouvoir les restituer et puis être classé puisque c'est un concours. Alors ça, c'est la première année. J'ai été reçu en première année, puis ensuite 2-3 années. Et la 3e année, on commence à enfiler la blouse et à voir les patients. Donc une découverte avec... Le premier jour, on arrive avec la blouse et avec le tablier. Peut-être vous avez connu cette époque ou c'était peut-être... Alors non, je n'avais pas le tablier. Ça remonte peut-être aux études de mon père. On avait simplement la blouse déjà à cette époque. Et puis ensuite, le concours d'internat, ancienne version. Et puis... un parcours très large dans le cadre de mon internat. Oui, vous vous dirigez vers quelle spécialité ? En fait, je démarre essentiellement avec l'endocrinologie. Et puis, pour tout un tas de circonstances, je prends 2 ans pour faire de la recherche fondamentale dans un laboratoire qui fait de l'oncologie. C'était le laboratoire de Dominique Stellin à l'époque, à l'Institut Pasteur de Lille. Comme j'avais fait beaucoup de biologie fondamentale pendant mes études, en plus de mon cursus médical, mon cursus universitaire médical, je rentre donc dans ce laboratoire où je me prépare à passer une thèse. Donc, j'interromps mon internat pendant 2 ans. Puis, je reviens ensuite à l'hôpital où là, tous mes corréligionnaires avaient pris tous 2 ans de plus. Moi, j'étais resté toujours 2 ans derrière. Et je pars là vers la neurologie. Et donc, je travaille pendant la fin de mon internat en neurologie.
À Lille, toujours, parce que là, vous êtes parti vraiment du sud et vous allez en fait à Lille. Tout à fait, dans le Nord. Pendant les périodes où j'ai préparé ma thèse, j'ai bougé un petit peu sur les États-Unis, sur la région parisienne. Et donc, je reviens à Lille pour redémarrer, finir plutôt mon internat en neurologie. Vous êtes marié, vous avez des enfants, je crois, qui ont un lien avec la médecine? Alors oui, je suis marié, j'ai 2 garçons et tous les 2 font médecine. Voilà. L'un est chirurgien et l'autre est biologiste. Aucun ne fait de l'épidémiologie comme papa? Alors ils ont tous fait des formations de base en épidémiologie, ce qui leur sert beaucoup dans leur vie quotidienne en recherche clinique. Alors, on vous voit souvent en vidéo. Vous êtes parisien, mais vous continuez à être fidèle à Lille, en fait. Alors oui, je suis clairement basé à Lille. Mon laboratoire est à Lille, mes étudiants sont à Lille. Mais l'activité que j'ai depuis plusieurs années, en particulier dans le cadre de la Fondation Alzheimer, m'amène à passer en moyenne 1 à 2 journées sur Paris régulièrement, toutes les semaines, quand on n'était pas confiné. Alors, actuellement, vous travaillez donc au CHU de Lille comme professeur de santé publique. Vous pouvez nous dire un mot sur la prévention, l'économie, la santé publique? Oui, ce sont mes spécialités, ça s'enseigne. Alors, on la connaît moins bien, puisqu'on a vraiment toujours un hôpital orienté vers le biomédical, mais la santé publique est un élément qui est un enjeu important. La preuve, ce qui nous arrive en ce moment avec la pandémie mondiale, où les accès à la sortie de cette pandémie relèvent pour 95% de la santé publique. Alors, on vous connaît comme épidémiologiste. Vous êtes un des commentateurs les plus importants de cette période terrible que nous sommes en train de traverser, que nous poursuivons. Vous avez été directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Vous pouvez nous dire un mot sur ses fonctions, sur ce qu'est l'Institut Pasteur de Lille? Oui, tout à fait. En 2002, j'ai pris la direction de l'Institut Pasteur de Lille. L'Institut Pasteur de Lille, c'est un institut qui est indépendant de l'Institut Pasteur à Paris, mais bien sûr qui travaille dans la grande famille des Instituts Pasteur, et qui a une fonction de recherche extrêmement importante, avec des équipes de très haut niveau, mais également une fonction de santé publique. Il fait de la santé publique sous forme de dépistage, de bilan de santé, de bilan du vieillissement. Il fait également de l'analyse environnementale, beaucoup, de la toxicologie. Donc toutes ces activités qui relèvent de la santé publique, mais qui visent à la fois l'homme et son environnement, plus la recherche, m'ont permis justement de travailler, de mieux comprendre tout cet ensemble et en particulier de pouvoir développer largement la médecine, la santé publique, la recherche dans le domaine notamment des maladies neurodégénératives. Oui, beaucoup de formations à l'Institut Pasteur. Il m'est arrivé moi-même d'aller assister à des journées qui sont des journées de nutrition. Donc, les activités sont très, très larges. Tout à fait. Il y a un grand portefeuille d'activités, de recherche, de travaux en santé publique, d'applications en santé publique et les formations nutritionnelles et vaccinations. Il y a un grand centre agréé international de vaccination. Tous ces éléments aident directement le territoire. Ils sont à l'écoute du territoire et l'Institut Pasteur de Lille est vraiment bien implanté dans sa région et les habitants de sa région le lui rendent bien. Alors, de l'Institut Pasteur à la santé publique, vous nous avez expliqué le lien. On passe à cette épidémie qui arrive en Europe en novembre 2019, c'est ça? Oui, c'est ça. Les tout premiers cas rétrospectifs, à l'époque on ne savait pas, apparaissent apparemment en Italie, du côté de Milan, dès la fin du mois de novembre 2019. Alors, n'allons pas faire l'historique de la maladie, mais juste tâcher de comprendre ce qui se passe actuellement, ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui risque d'advenir. Alors clairement, il y a eu un événement auquel personne ne s'attendait, que tout le monde redoutait, mais auquel personne ne s'attendait à ce moment-là. On ne connaissait pas ce qui nous arrivait. Il faut bien comprendre qu'on a eu une phase d'acquisition de connaissances extrêmement rapide qu'on n'a jamais eue dans d'autres maladies, avec une concentration de chercheurs au niveau mondial, d'investissements, qui nous ont permis d'avancer très rapidement. Il y a eu 2 phases dans cette épidémie. Il y a eu la phase où on a appris en essayant de résoudre les problèmes de santé publique, essentiellement parce qu'on avait, c'est-à-dire les confinements, les couvre-feux, les gestes barrières. Et la deuxième phase, qui est réellement unique, c'est l'arrivée des vaccins. Il faut bien se rendre compte qu'en 9 mois, on a créé des vaccins pour une maladie que l'on ne connaissait pas. Je vais prendre juste un exemple.
on ne connaissait pas le virus, on l'a isolé à partir du mois de décembre. Fin janvier, on avait la séquence génétique de ce virus. Début février, les équipes de Moderna avaient commencé à synthétiser des ARN messagers. Et fin novembre, on avait des vaccins. C'est une progression absolument unique et une chance pour tout le monde parce que ça a changé la phase de l'épidémie. Phase de l'épidémie qui a donc évolué en plusieurs vagues. On est actuellement dans une augmentation significative du nombre de cas. Sur la semaine qui vient de s'écouler, la semaine glissante, en fait, il y a plus de 10 000 cas là, actuellement. Alors, on est loin des chiffres qu'on a eus, mais on est dans toujours la 4e vague ou on est déjà dans une 5e vague? Alors, selon moi, pour la France, on est toujours dans la 4e vague. Pour d'autres pays, ils sont en train de rentrer en plein dans leur 4e vague. Nous, on a eu cette 4e vague pendant l'été. Et si vous vous rappelez, il y a une grande différence par rapport aux autres vagues, c'est qu'il y a un découplage entre l'augmentation des cas et la surcharge hospitalière. Or, c'est la surcharge hospitalière qui crée la crise sanitaire. Donc la gestion est complètement différente. Aujourd'hui, on assiste à une remontée des cas en Europe, mais qui avait été, alors je ne dirais pas anticipé, mais projeté par plusieurs groupes d'épidémiologistes en raison de 3 facteurs. Le premier, c'était le taux de vaccination des populations, le taux d'immunisation, parce que certaines populations n'ont pas eu beaucoup de cas, comme les Allemands, pas eu beaucoup de décès. Donc la population n'a pas été confrontée au virus. Donc l'immunisation naturelle ne s'est pas faite. Le taux de vaccination est inférieur, si on regarde l'Allemagne. Et surtout, les mesures barrières, c'est le 3e élément, ont été supprimées assez rapidement. Quand vous prenez ces 3 paramètres, vous retrouvez possiblement en vague, et ça c'était prévu il y a quelques semaines, et en particulier l'OMS a publié ce rapport, vous trouvez en vague les différents pays qui aujourd'hui sont en crise, c'est-à-dire les Pays-Bas, l'Autriche, l'Allemagne, la Slovénie, la Grèce, l'Ukraine, tous ces pays, aujourd'hui, à cause des 3 éléments de ces 3 paramètres, ont une augmentation de leur nombre de cas. La France, l'Italie, le Portugal et l'Espagne sont à des niveaux beaucoup plus bas de progression, justement parce que le niveau de ces paramètres, si on prend la France, on a conservé les mesures barrières, on a un fort taux de vaccination et on a été très en contact avec le virus, en particulier aux 1ère et 2e vagues. Donc voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas augmenter, parce qu'un autre problème arrive, c'est les autres affections. Par exemple, la grippe, la gastroentérite, et puis les bronchiolites. Le fait qu'on commence, nous, à les voir en ville, traduit une diminution des précautions qu'on prenait l'année dernière? Exactement. L'année dernière, on n'en avait eu aucune. Et aujourd'hui, le risque est plus d'avoir à la fois quelques cas de Covid supplémentaires dans les réanimations, des vagues de grippe, des vagues de gastro-entérite et des vagues de bronchiolite. Ça pourrait entraîner une paralysie du système de santé. Donc, c'est bien sûr la vaccination qu'il faut renforcer pour protéger les individus des formes graves, mais c'est également conserver encore un petit moment ces gestes barrières, les masques qui nous ont tellement bien protégés de ces virus banals l'année passée. Vous êtes encore inquiet là actuellement parce que les réanimations, on se rend compte que 25-30% des lits sont fermés, également en réanimation, et peut-être qu'on n'arrivera pas à 5000, 6000 lits comme on l'a eu si la vague était aussi importante. Mais vous êtes d'un autre côté rassurant en disant que grâce à la vaccination, il devrait y avoir moins de cas graves et donc moins d'occupation des lits de réa. Il faut être vigilant. Les lits de réa n'ont jamais été un moyen de prise en charge de l'épidémie. C'est un moyen de prise en charge des complications et des conséquences de l'épidémie. Donc il faut traiter et diminuer ce risque de complications. C'est le rôle de la vaccination. Alors, on a des petits trous dans la raquette, en particulier des plus de 80 ans qui ne sont pas encore vaccinés. Et il faut rester vigilant, je le répète, sur les gestes barrières, parce que c'est eux qui nous protègent des autres pathologies et qui nous permettent d'amortir la petite vaguelette qu'on risque d'avoir, en particulier dans le cadre des remontées qu'on observe actuellement. Alors, je voudrais qu'on revienne, professeur Amouyel, sur la vaccination. Alors, la divine surprise, vous l'avez dit, c'est des vaccins mis au point en très très peu de temps. Ils ont un temps troublé une partie de l'opinion, alimenté la suspicion et la défiance. C'était presque trop beau. Mais finalement, les Français se sont laissés convaincre et se sont laissés vacciner. Alors, en 2 temps, on a eu
une montée de la vaccination, du pourcentage de personnes vaccinées, mais on est tombé, comme tous les pays, sur le plafond de verre. Plafond de verre partout, aux États-Unis, Israël, Italie, tout le monde a un plafond de verre. Toute la question, c'est comment on crève ce plafond de verre. Et là, en France, on a eu un modèle français auquel personne ne s'attendait. Donc il y avait la notion de passe sanitaire qui avait déjà été mise au Danemark. La question, c'est le passe sanitaire diminue la circulation et surtout protège l'économie. Ça en permet de vivre. On arrive dans une période de vacances. Nous sommes très attachés à nos vacances, à juste titre. On décide de mettre le passe sanitaire. Et qu'est-ce qu'on voit ? Chose inattendue. Une explosion des demandes de vaccination. Et là, si on regarde les courbes, quand on les aligne, en regardant la vitesse d'évolution de ces courbes, la France est loin devant tous les autres pays. Je dis bien de tous les autres pays. Donc on a là un modèle français. Et puis quand on discute avec différents collègues, en particulier aux États-Unis où ils ont du mal à crever leur plafond de verre, ils disent bah oui, nous on fait des loteries, des donuts. Vous les Français, il suffit qu'on touche à vos vacances et à vos réunions en soirée avec vos amis. Et là, à ce moment-là, ça vous motive pour vous vacciner. Ben, c'est un peu ce qui s'est passé. Et tant mieux si ça s'est pas comme ça. Ce qui nous a permis de passer finalement un été avec ce découplage des cas, mais pas de saturation de l'hospitalisation en réanimation. Pour quelle raison des pays comme le Portugal, comme l'Espagne ont plus vacciné que nous ? Parce que je crois qu'aucun pays européen n'a rendu la vaccination obligatoire. Alors sur le Portugal et l'Espagne, il faut quand même se rendre compte qu'ils ont énormément souffert. Et sur le plan de l'immunisation de la population, ils ont eu énormément de cas. Et sur le plan de l'économie, les axes économiques du Portugal et de l'Espagne bénéficient des transferts de population, du tourisme, de toutes ces activités. Rappelez-vous, à un moment, ils n'arrivaient plus à tenir les amortisseurs économiques, ils ont réouvert les activités. Les gens se sont rebougés, se sont retrouvés massivement, on a vu augmenter les cas, et à ce moment-là, il y a eu une grande vague de vaccination, et au Portugal en particulier, en Espagne et en Italie, chez les plus âgés. Alors, en France, on est bien vacciné, mais on a quand même des petits défauts chez les plus de 75 et les plus de 80, où on n'est pas aussi bien vacciné à plus de 95% comme ces pays du sud de l'Europe. Alors, on parle de 6-7 millions de personnes qui ne sont pas vaccinées, qui sont en dehors du système. Alors, 3-4% sont des irréductibles qui ne se feront pas vacciner. Comment faire pour récupérer cette population qui n'est pas informée, qui n'a pas Internet, qui est dans des coins isolés, qui a parfois quelques réticences par rapport au vaccin ? L'effort doit porter là-dessus, professeur Amoyel ? Oui. Il y a 3 typologies de non-vaccinés. Il y a bien sûr ceux qui ne se feront jamais vacciner, et on l'a dans toutes les maladies, dans toutes les vaccinations. Alors on ne sait pas bien combien ça fait, mais ça fait probablement 4-5% de la population en fonction de ce qu'on voit pour les vaccinations rougeole, par exemple. On a des gens qui hésitent depuis le début. Oui, mais ça a été trop vite. Oui, mais on attend un petit peu. On voudrait voir comment ça va se passer. On attend le vaccin français. Tous ces éléments qui sont un petit peu de procrastination. Et là, on a besoin de les convaincre, ceux-là. Ils ne sont pas contre, mais ils veulent être convaincus. Ils veulent avoir confiance. Dernière population, la population de ceux qui ne sont pas des adeptes d'Internet, qui n'ont pas forcément Internet, qui peuvent être dans des déserts médicaux. Qui vivent isolés et se disent « je crains rien ». Soit qui vivent isolés, qui ne rien, mais soit qui n'ont pas accès tout simplement à quelqu'un qui va leur dire « ben voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour aller se faire vacciner ». Donc vous voyez que ces 3 populations, il y en a 2. Une qui est la population des plus âgés, un peu isolée, vers laquelle il faut aller. Et le gouvernement a mis en place des numéros que vous pouvez appeler si vous connaissez une personne de plus de 80 ans. Et on enverra une équipe la vacciner. Et puis, tous les autres qu'il faut encore convaincre. Alors, un des éléments de conviction, ça pourrait être justement un pass sanitaire amélioré ou un pass vaccinal. Mais on a encore, je pense, de la marge pour avancer avec ces personnes-là en leur expliquant les bienfaits de la vaccination, surtout dans les conditions actuelles de remontée de l'épidémie, où en fait, ne pas se vacciner, c'est eux qui prennent le plus grand risque. La mauvaise surprise, professeur Amoyel, c'est en fait que la vaccination n'élimine ni l'infection totalement, ni la transmission, même si elle les réduit. Alors, la vaccination, elle est à des seuils qu'on a rarement atteints. Alors, je parle avec les ARN messagers, avec les autres vaccins. Une efficacité de plus de 95%. D'habitude, quand on est à plus de 40% d'efficacité, on est content. Là, on est à plus de 95% d'efficacité. Ça veut dire que dans 5% des cas, ça marche moins bien. Alors, ça marche mieux à la 2e injection, à la 3e injection, mais statistiquement, on a toujours un pourcentage de gens qui vont se faire infecter.
À part ça, la transmission est quand même réduite parce que la vaccination vous permet de diminuer ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus que vous hébergez. Plus vous avez de virus, plus vous pouvez contaminer les gens. Mais ça ne les réduit pas complètement à zéro. Et maintenant, on s'en rend compte parce que des pays qui ont fait des stratégies zéro Covid et des pays qui ont fait des stratégies toute vaccination, on se rend compte que c'est la conjonction des deux qui est la plus efficace. Pas uniquement la vaccination, parce qu'on n'arrive pas à vacciner 100% de la population, de toute façon, et pas parce que le zéro Covid, parce qu'à un moment, il faut sortir de la stratégie zéro Covid, il n'y a que la vaccination. Donc les deux, maintenir un taux de circulation bas et vacciner les gens pour leur éviter les formes graves, c'est aujourd'hui le cocktail qui va nous permettre probablement de sortir de cette épidémie. Le rappel chez les plus de 65 ans est quelque chose de totalement indispensable, mais on se rend compte, le public a peur en disant le rappel dans 6 mois, peut-être qu'il faudra en refaire un 6 mois après, qu'il faudra en refaire. On est parti pour un rappel, 2 rappels, 3 rappels. Il y a 2 types de vaccins. Il y a ce qu'on appelle les vaccins vivants atténués, où le germe est là, présent, mais affaibli. Ceux-là, en général, on ne fait pas de rappel. L'immunité est très forte. Puis la plupart des vaccins sont des vaccins qu'on dit inactivés. Des petits bouts de protéines, des petits bouts de vaccins de virus qu'on injecte. Ceux-là nécessitent toujours des rappels. Alors, à des temps différents, tétanos, c'est tous les 10 ans, suivant ce que vous êtes exposé tous les 5 ans, on va avoir la même logique pour la vaccination au Covid. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'à partir de 60 ans, on a une baisse de la protection sur les formes graves et de la transmission dès le 6e mois. Donc il est important, et maintenant c'est confirmé non seulement au niveau des anticorps, mais en population, avec en particulier les études israéliennes, on se rend compte que si on veut s'en sortir, éviter les formes graves, il faut revacciner les plus de 65 ans. Et il faudra probablement revacciner toutes les classes d'âge dans un délai qui sera peut-être un petit peu plus long, mais on va tous probablement devoir passer au rappel. Je vous ai déjà posé la question, mais je ne peux pas l'éviter. Les 5-12 ans, la vaccination, quand on sait que même les personnes vaccinées peuvent transmettre, finalement, les gamins transmettent, mais ne font pas de formes graves. Les 5-12 ans, en effet, transmettent. Alors, en effet, ils font des formes graves beaucoup plus rarement que les adultes. Donc, la question qu'on se pose, c'est faut-il les vacciner ? Donc, on va attendre les résultats et les avis des agences, en particulier de l'agence européenne, de l'agence française, et on va voir ce que donne la grande campagne de vaccination qu'ont lancé les Américains. Vaccination de tous les moins de 12 ans, ce qui fait 30 millions d'enfants, dont à peu près un tiers vont se faire vacciner, ce qui fait à peu près la taille de la population française. Donc on aura là encore une vision en population de l'impact de ce vaccin chez les enfants qui nous aidera probablement à prendre la décision en France de vacciner ou de ne pas vacciner les enfants. Situation préoccupante ou inquiétude pour le professeur Amoyel ? Vigilance, dirais-je. Vigilance. Voilà, nous faisons une courte pause avant de reprendre la deuxième partie de notre entretien. Deuxième volet de notre entretien avec le professeur Philippe Amoyel. Nous allons maintenant parler de la maladie d'Alzheimer. Dans vos activités, professeur Philippe Amoyel, vous êtes donc le président de la Fondation Alzheimer. Vous pouvez nous dire un mot sur cette fondation ? Alors, je suis le directeur général de la Fondation. Le président étant une personnalité du monde économique qui s'appelle Philippe Lagayette. Donc, je suis le Rendons à César. Voilà, à Philippe Lagayette ses attributions. Donc là, je suis directeur général de cette fondation qui a été créée en 2008 dans le cadre du 3e plan de lutte contre la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées, où il y avait un volet recherche extrêmement important, avec des fonds qui ont été dédiés à la recherche sur la maladie d'Alzheimer de manière significative, et pour lesquels il fallait trouver un vecteur de gestion qui soit suffisamment réactif. Alors, le gouvernement a décidé de mettre en place une fondation, mais une fondation qu'on appelle de coopération scientifique, c'est-à-dire que son objet est réellement la recherche scientifique, le développement de nouvelles technologies et également l'information. C'est ces 3 missions, donc elle a été créée. L'État a pendant un temps, jusqu'en 2012, doté la fondation, et en 2012, le financement de la fondation par l'État s'est totalement arrêté, mais pendant de 2008, date de sa création, à 2012, on a pu recevoir des dons, des mécènes, qui nous ont permis de constituer un fonds qui, aujourd'hui, permet de continuer à faire fonctionner la fondation et de s'en servir comme vecteur de recherche et de vecteur de soutien à la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Vous reversez 100% des dons Alors oui, dans la mesure où on a pu mettre en place une gestion qui est basée sur notre fonds, tout don qui arrive aujourd'hui est réintégralement versé
aux chercheurs. Et je dis bien aux chercheurs, pas à la recherche au sens large, mais réellement aux chercheurs, soit pour les faire rentrer des États-Unis, en particulier, ou de différents pays. On a des programmes de retour, mais également pour financer directement leurs projets de recherche. Alors, vous soutenez la recherche, mais je crois qu'il y a 2 autres axes, c'est-à-dire engager tous les acteurs nationaux et internationaux en capacité de lutter contre cette maladie, et puis informer le grand public. Tout à fait. On a l'idée, c'est de créer un réseau de chercheurs. Donc, dans ce cadre-là, on a des journées qu'on organise tous les ans. Les prochaines seront le 7 et 8 décembre. Et on les réunit pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils créent des communautés, pour qu'ils travaillent ensemble. On a également une action internationale avec ce qu'on appelle la programmation conjointe, que j'ai l'honneur de présider, qui réunit 30 pays, où chaque pays apporte de son propre argent pour faire des programmes nationaux. Et on injecte comme ça dans la recherche sur les maladies neurodégénératives, 70% étant des maladies d'Alzheimer. On injecte entre 20 et 40 millions d'euros par an dans des programmes transnationaux richement dotés pour justement faire des avancées internationales significatives. Si je dis, professeur Amoyel, que la maladie d'Alzheimer est le symbole à la fois des progrès de la médecine et en même temps de sa défaite, c'est quelque chose qui vous choque ? Non, c'est un constat tout à fait évident. Les progrès de la médecine, et c'est une bonne nouvelle, font qu'on vit tous de plus en plus longtemps. L'espérance de vie depuis la Seconde Guerre mondiale a augmenté de près de 20 ans pour les hommes et pour les femmes. C'est principalement une maladie du vieillissement ? Et en fait, oui, la maladie d'Alzheimer, c'est comme les maladies cardiaques, comme le diabète avec l'âge, c'est une maladie qui touche notre cerveau pour une grande partie de la population avec l'âge, mais pas tout le monde. Une maladie qui fait peur, la sénescence, la décrépitude, la sénilité, et en fait, la maladie d'Alzheimer, elle cristallise toutes les peurs. Oui, parce que la maladie d'Alzheimer, c'est quelque part le sentiment de ne plus s'appartenir, de ne plus reconnaître ce qu'on aime, de ne plus savoir faire un certain nombre de choses qu'on avait tellement l'habitude de pouvoir réaliser. Donc tout ce contexte crée une grande angoisse, crée une stigmatisation également sur cette maladie. Et le travail de la Fondation, c'est également de la présenter, de montrer que tout n'est pas perdu, qu'il y a des voies de recherche, qu'il y a des voies de prévention, qu'il y a des voies d'aide, que la maladie prend un certain temps, parce que plus la population va vieillir, plus le nombre de ces personnes va avoir tendance à augmenter, et il faut qu'on puisse les accueillir dans la société comme tout un chacun. Avec une peur de la dépendance, une peur de la perte de la maîtrise, de la dignité, la démence, le rejet, le coût, les EHPAD, là aussi. Les EHPAD, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la charge est essentiellement portée par les familles et par les aidants. La plupart des patients restent dans leur famille, aidés par un proche, et c'est une charge extrêmement lourde pour ces proches, et on essaie d'aider également les proches aidants de ces patients, parce qu'eux-mêmes, souvent finissent épuisés, donc ils ont besoin de respirer un peu. La maladie d'Alzheimer, c'est une démence neurodégénérative ? La maladie d'Alzheimer, alors en France, on utilise assez peu le terme démence parce qu'il y a une connotation. Donc on parle souvent de maladie d'Alzheimer et maladie apparentée, mais on a ce qu'on appelle un syndrome démentiel. Le syndrome démentiel, il repose sur 3 types de troubles, des troubles de la mémoire, des troubles de l'orientation, des troubles du comportement. Donc cet ensemble est, dans sa cause la plus fréquente, une maladie d'Alzheimer. Mais il existe d'autres causes de syndrome démentiel, des causes vasculaires et des maladies plus particulières, comme les démences à corps de Lévy, comme les démences frontotemporales. Les chiffres, professeur Amoyel, ont dit que l'incidence de la maladie d'Alzheimer évolue toujours à la hausse. Alors non, l'incidence dans certains pays, dont la France, évolue plutôt à la baisse ou se stabilise. Mais c'est le principe de la baignoire. La baignoire, vous la remplissez avec un robinet, c'est l'incidence, et elle se vide. Sauf que l'espérance de vie augmentant de plus en plus, le nombre de personnes qui vivent avec une maladie d'Alzheimer est de plus en plus important. Mais ce dont on se rend compte, c'est que dans les pays extrêmement riches et extrêmement développés, c'est une découverte qui date de 7 ou 8 ans, on s'aperçoit que faiblement, le taux d'incidence a tendance à diminuer. Alors, vous allez me dire, oui, mais on annonce tellement de cas partout. En fait, non. Le taux d'incidence, c'est pas vraiment que la maladie n'apparaît plus, c'est qu'on la développe de plus en plus tardivement. Et quand, au lieu de la développer à 75 ans, vous la développez à 85 ans, votre risque entre le moment où vous développez une autre maladie et le début des premiers symptômes est tel que vous pouvez même mourir avant d'avoir déclaré vos premiers symptômes. Donc, c'est plus quelque chose qui relève d'un effet
de prévention, d'augmentation de la qualité de vie dans les pays riches et industrialisés, qui permet justement de repousser l'âge de début et faire en sorte que, indirectement, on diminue l'incidence. Et pas beaucoup, parce que certains cas ne sont pas diagnostiqués. J'ai vu certaines statistiques où on disait un tiers, la moitié des cas ne sont pas diagnostiqués. On parle d'1 million de personnes touchées. Alors oui, 1 million de personnes touchées, mais le diagnostic de maladie d'Alzheimer est très difficile. Et comme beaucoup de patients restent à la maison, leurs besoins de relations sociales, leurs besoins peuvent être limités, et finalement, les troubles de la mémoire peuvent passer inaperçus, peuvent être banalisés. Donc aujourd'hui, dans nos études, on trouve un nombre de cas bien plus important que le nombre de cas enregistrés par l'assurance maladie, en particulier dans les affections de longue durée. Les signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, donc on sait que c'est la perte de la mémoire immédiate, mais pas uniquement. Il y a des modifications du langage, il y a des troubles du comportement. Oui, il y a plusieurs signes. Alors on parle toujours de la mémoire parce que c'est le plus marquant. La mémoire est essentielle pour notre vie quotidienne. On a d'autres troubles qu'on appelle des fonctions exécutives. Alors, quand vous avez l'habitude de faire quelque chose, je prends par exemple, vous savez que quand vous prenez votre smartphone ou votre téléphone, vous allez téléphoner à vos proches. Un jour, vous le prenez. Vous savez que c'est votre téléphone, vous savez que vous allez téléphoner, mais vous ne savez plus vous en servir. Ça, c'est le genre de troubles qu'on peut trouver dans la maladie d'Alzheimer. On a des troubles de l'orientation, ça arrive assez tardivement. On peut avoir des troubles du comportement, c'est assez fréquent. C'est un symptôme plus inquiétant que de ne pas retrouver ses clés, là. Non. Clairement, à partir de 45 ans, on a tous des petits troubles de mémoire. D'abord les noms propres, puis après vos lunettes et ça vous énerve, vos clés. Là où ça devient problématique, c'est quand ça crée une gêne sociale. Quand ça perturbe votre travail, ça perturbe vos relations familiales. C'est là qu'il faut se poser la question et aller voir, consulter le plus vite possible pour ou éliminer le diagnostic ou si diagnostic il y a, essayer de l'anticiper. Des troubles de l'humeur, un retrait social sont des facteurs qui doivent eux aussi alerter. Oui, une variation très significative des troubles de l'humeur. Quelqu'un qui était charmant et doux, qui devient extrêmement agressif, ou alors quelqu'un qui était très vif, qui devient plutôt, on dit, apathique, qui bouge quasiment plus. Il faut quand même se poser la question, et c'est des modes d'entrée dans la maladie. Alors la maladie d'Alzheimer, c'est pas un vieillissement normal du cerveau. On nous parle donc d'agglomérats de protéines, les plaques amyloïdes, et puis l'accumulation de certaines protéines, la protéine tau. Je voudrais que le spécialiste nous explique ça. Alors en 2 mots, quand on va analyser le cerveau d'un patient atteint de maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit qu'il y a 2 types de lésions en très grande quantité, qui existent en petite quantité chez le sujet normal, mais là elles sont en très grande quantité. Ce sont des plaques amyloïdes, ça ressemble à des petites plaques microscopiques qui sont à l'extérieur des neurones, et dans les neurones, des malformations de ces neurones, c'est les cellules qui sont le tissu noble, entre guillemets, de notre cerveau, liées à une protéine qui prend une anomalie, qui prend un phosphore supplémentaire et qui se tortille, qui fait que le neurone se transforme en substance assez... il finit par décéder, par mourir finalement. Donc ces 2 lésions, on pense qu'elles sont à l'origine de la maladie, dont une étant plus précoce. La dysfonction et après la mort du neurone, c'est ça ? Oui, tout à fait. Dysfonction et mort du neurone. Et en fait, c'est la mort du neurone qui crée la symptomatologie. Donc la plaque s'accumule au cours du temps. On en fait tous plus ou moins. On pense que ça peut avoir un effet protecteur, l'apparition de ces plaques, mais c'est surtout apparemment les formes circulantes qui sembleraient toxiques pour nos neurones, qui à ce moment-là vont entraîner une cascade d'événements qui va amener à ces anomalies neuronales. Et ça sur une séquence qui peut durer 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, toute la question, c'est de préparer des médicaments qui nous permettent d'attaquer ces 2 types de lésions. Et c'est le cas pour 95% des médicaments qui sont actuellement en cours de test dans les essais cliniques. On a évoqué le diagnostic, vous avez dit qu'il n'était pas toujours très très facile. Et là, vous expliquez, les plaques amyloïdes sont quelque chose qu'on observe. Et jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, la présence sur une IRM de plaques amyloïdes signait quasiment la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est faux. Alors, malheureusement, on ne voit pas, avec les IRM qu'on utilise couramment, les plaques amyloïdes. Pour les voir, on a d'autres outils qui sont des caméras positons, qu'on utilise beaucoup dans le cancer, qui permettent de repérer ce qu'on appelle une charge amyloïde. Mais le diagnostic est plus complexe. C'est à la fois une symptomatologie clinique, une symptomatologie des tests neuropsychologiques altérés, d'une évolution, parce qu'il peut y avoir des évolutions fluctuantes de ces troubles de mémoire, et quelques tests biologiques, en particulier dans le liquide céphalorachidien, où on va chercher cette fameuse
protéine amyloïde et cette fameuse protéine tau. Et également maintenant, on peut les visualiser avec des petits marqueurs qu'on utilise avec des caméras à émission de positons pour voir la charge amyloïde et également la charge en protéine tau. Et avec tout ça, on pose un diagnostic. Donc, vous expliquez que le diagnostic, en fait, devient formel avec la présence de ces protéines à la ponction lombaire. Oui, il permet, dans beaucoup de cas, de faire ce qu'on appelle un diagnostic différentiel, de bien dire que le syndrome démentiel que l'on voit est bien réel et qu'il est dû à une maladie d'Alzheimer. Parce que d'autres formes existent, plus rares, les démences frontotemporales, les démences à corps de Lévy, et ça permet de faire ces différences-là. Quel est le rôle de l'hippocampe ? On a souvent évoqué l'atrophie de l'hippocampe et le diagnostic, souvent, était fait par l'IRM. C'est vrai que c'est rare qu'en ville, on demande une ponction lombaire. Alors, l'hippocampe est une petite structure du cerveau qui se situe au centre du cerveau, on en a deux, et c'est une espèce de tour de contrôle de la circulation de l'information, de sa captation, de son traitement, de l'envoi pour son stockage. Ce dont on s'aperçoit, c'est que les lésions dont on parle, là, en particulier les lésions de plaques amyloïdes et de protéines tau, débutent en général à ce niveau-là. Donc c'est là qu'on a les premiers signes précoces de troubles de mémoire. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, lorsque s'accumulent ces lésions, elles ont tendance à s'atrophier. Et avec les appareillages d'IRM, on est capable de mesurer leur volume. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que dans d'autres circonstances, on peut faire en sorte que leur volume réaugmente. Et ça, c'est tous les éléments qu'on connaît maintenant un petit peu mieux sur tout ce qui nous permettrait de prévenir ou de ralentir l'apparition des symptômes de la maladie d'Alzheimer. Parce que vous avez expliqué tout à l'heure qu'elle pouvait démarrer 30 ou 40 ans plus tôt. On aurait quel moyen pour freiner ces agglomérats de protéines ? Alors, ce n'est pas tellement les agglomérats qu'on va freiner. Alors, il y a des approches là-dessus, mais c'est surtout la capacité que notre cerveau a à résister à ces attaques. Pourquoi ça dure 20 à 30 ans ? Parce que notre cerveau est plastique, il s'adapte et il résiste. Et puis à un moment, il n'a plus assez de neurones pour résister, ce qu'on appelle notre réserve cognitive, j'appelle ça plutôt le capital cerveau. Notre capital cerveau s'immunise tellement qu'on ne peut plus fonctionner normalement. Tout l'enjeu, c'est d'enrichir ce capital cerveau pour qu'on puisse résister le plus longtemps possible à l'attaque de ces lésions. Et ça, c'est toutes les activités qui relèvent par exemple de la stimulation intellectuelle, de la stimulation cérébrale, il faut sortir de sa zone de confort, de la protection de son cerveau. Le cerveau est fragile, il faut l'entretenir. Également de tout ce qui sert à vivre, quoi. Une bonne circulation sanguine, une alimentation de type méditerranéen, et enfin, ce qui le stimule le plus, il faut savoir, ce sont nos relations avec les autres, nos relations sociales. Les relations sociales sont un élément essentiel. L'isolement, la solitude est extrêmement mauvais. La vie en couple, vous réduisez de 30 à 40% votre risque de faire une maladie d'Alzheimer. N'importe quel couple, du moment que vous vivez à deux, ça se passe plutôt bien. Donc, tous ces éléments permettent là de renforcer notre capacité du cerveau à résister, de développer les signes plus tard, voire jamais. Alors, vous avez évoqué les facteurs de risque. C'est vrai que c'est quelque chose de très, très important. Alors, un certain nombre d'éléments ne sont pas modifiables, mais certains, on peut agir dessus. Alors, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux, eux, ils existent. La majorité des maladies d'Alzheimer, c'est des personnes de plus de 65 ans. Vous avez expliqué, c'est une maladie du vieillissement. Tout à fait. Ça apparaît autour de 65 ans ou plus L'âge tard. est le premier facteur de risque. En moyenne, on est aux alentours de 70 à 75 ans et ça peut débuter à partir de 65 ans. Là, on parle de maladie d'Alzheimer classique sporadique. Quand ça débute plus tôt, ça arrive, c'est très rare. On parle de maladie d'Alzheimer jeune, qui posent énormément de problèmes de prise en charge. Et en particulier, certaines qui commencent très tôt ont souvent une composante génétique forte, c'est-à-dire qu'elles deviennent transmissibles. Ça concerne largement moins de 1% de l'ensemble des cas, de l'ordre de 0,5 à 0,6%, mais ce sont des cas particuliers. La grande majorité, l'âge moyen de début est aux alentours de 70 ans. On a évoqué la présence d'un gène, je crois le ApoE4, qui multiplie par 3 le risque de faire une maladie d'Alzheimer. C'est à ça que vous faites allusion ? Alors, pas seulement, ça c'est chez les plus de 65 ans. Chez les plus de 65 ans, il n'y a pas de transmission héréditaire, mais il y a un terrain, une susceptibilité. Comme certains sont susceptibles de faire des formes graves du Covid, certains sont un peu plus susceptibles de faire des maladies d'Alzheimer, mais ce n'est pas une fatalité. On peut éviter une forme grave, on peut réduire son risque d'avoir une maladie d'Alzheimer. Et parmi ces facteurs de susceptibilité, il y a ce gène qui est le gène de l'ApoE. Mais si on regarde les formes jeunes, là on a des mutations
qui font la maladie, qui signent la maladie, et ces mutations sont en particulier dans les gènes qui servent à synthétiser la protéine amyloïde, qui sont les gènes de la protéine amyloïde. Donc c'est les liens qui existent entre notre susceptibilité individuelle et notre environnement. Et l'environnement et les facteurs de risque modifiables, là, c'est par exemple le risque vasculaire. Lorsqu'on a un risque vasculaire, si on doit développer une maladie d'Alzheimer, on va la développer plus tôt. Si on traite ce risque vasculaire, si on le réduit, eh ben on va développer nos symptômes plus tard. Le traitement de l'hypertension artérielle, du cholestérol, du diabète, qui participent au déclin cognitif et qui finalement vont aggraver ou précipiter la maladie. Exactement, surtout si ces maladies chroniques débutent aux alentours de 40-45 ans ou 50 ans et qu'elles ne sont pas prises en charge. On se rend compte que plus tôt on prend en charge ces facteurs de risque vasculaire, meilleur est le pronostic pour une éventuelle non-maladie d'Alzheimer. On disait qu'un faible niveau d'études augmentait le risque. Vous avez insisté sur l'isolement social. Peut-être qu'ils vont de pair. Oui, bien sûr. Le niveau d'études permet d'avoir une idée du niveau intellectuel potentiellement. Sauf que ce niveau d'études, on peut, par une stimulation intellectuelle, l'acquérir toute sa vie. Disons que si vous n'avez pas fait des études longues, rien n'est perdu pour garantir votre capital cerveau. Alors, vous nous avez expliqué, professeur Amoyel, l'importance de la stimulation cognitive, mais bien entendu, il existe des médicaments. Alors, certains médicaments de la maladie d'Alzheimer ont été prescrits, sont toujours prescrits, mais ont été déremboursés pour service médical rendu insuffisant ou pour d'autres raisons ? Pour service médical rendu insuffisant, en effet, ce sont des médicaments qui sont symptomatiques. C'est-à-dire qu'ils traitent les symptômes, ils ne traitent pas la maladie. Dans un pourcentage limité d'individus, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents, ils entraînent des améliorations qui ne sont pas durables, qui durent 3, 4, 5 ans, mais qui sont significatives de leurs symptômes. Ça, ce sont les médicaments qui sont commercialisés actuellement, mais non remboursés. À côté de ça, il y a des médicaments qui sont aux États-Unis, par exemple, qui commencent à être mis sur le marché, en particulier un qui a été récemment mis sur le marché au mois de juin dernier, et pour lequel, aujourd'hui, il n'y a pas encore d'autorisation en France pour ce produit. Mais l'association France Alzheimer, plusieurs sociétés savantes, peut-être votre fondation, étaient choquées par ce déremboursement et ont protesté contre cette décision qui était inadaptée parce que quelque part, c'était laisser les patients, les malades à l'abandon. Alors, à l'abandon dans un sens, mais surtout, c'est plus la façon dont ça a été fait, extrêmement brutal. On aurait pu envisager une transition, dire à partir de telle date. Ça permettait aux familles de se préparer, de s'adapter, de réorganiser ce changement. Alors en effet, le service médical rendu, quand on le regarde à la lumière, je ne sais pas moi, d'un traitement cardiaque ou d'un traitement antihypertenseur, non, il n'y a pas de comparaison. C'est pas la même efficacité, c'est juste un traitement symptomatique. Quand on le regarde par rapport à d'autres pathologies, en effet, le bénéfice est plus faible. Mais c'était le seul médicament, c'était un élément sur lequel patients et familles se raccrochaient pour garder espoir. On a évoqué l'intérêt peut-être de l'immunothérapie, des anticorps monoclonaux, peut-être de l'ARN messager. Alors l'ARN messager, je ne sais pas encore comment, mais en revanche, les anticorps monoclonaux, c'est essentiellement ça qui est actuellement en test. Et le médicament qui a été mis sur le marché aux États-Unis, l'aducanumab, comme son nom l'indique, est bien une biothérapie, c'est-à-dire un anticorps monoclonal dont l'objectif est d'éliminer les plaques amyloïdes. On arrive presque au terme de notre entretien. Peut-être je souhaiterais que vous disiez un mot sur le fardeau des aidants. Vous avez expliqué que beaucoup des patients restaient chez eux et que c'est très très compliqué pour les familles. Oui, en effet. Il faut savoir qu'un patient atteint d'une maladie d'Alzheimer, c'est un patient dont il faut s'occuper 24 heures sur 24, y compris la nuit. Les patients ont des troubles du sommeil, ont des mécanismes de déambulation, se mettent à marcher. Donc c'est épuisant pour les familles parce que leur être cher dont ils s'occupent, bien sûr, évolue dans un sens qu'ils ont du mal à comprendre, mais ils continuent à s'en occuper. Et à un moment, il y a un passage qui est nécessaire puisque l'épuisement est tel et les soins qui sont à apporter sont tels qu'il faut passer vers des professionnels. Soit des professionnels qui viennent au domicile, soit des professionnels dans des établissements spécialisés pour lutter contre cette maladie. Et ce passage est extrêmement difficile. C'est-à-dire la rupture, quelque part, avec son conjoint, avec son proche, avec son père, avec sa mère, est très, très difficile à gérer sur
le plan affectif, c'est bien que les gens vont jusqu'au bout de l'épuisement et on voit même des pathologies particulières apparaître chez les personnes qu'on appelle les aidants. On arrive vraiment à la dernière question. Qu'est-ce que vous souhaiteriez, professeur Amoyel? Qu'est-ce qui serait le plus important? Un diagnostic précoce, une prise en charge? Comment faire pour prévenir, ralentir l'évolution de cette maladie? Tout ça à la fois. Ce qu'on peut faire, c'est des grandes campagnes de prévention, parce que ça préviendrait. Il faut s'occuper des gens qui sont malades, c'est-à-dire les aider. Les nouvelles technologies, on travaille beaucoup là-dessus à la Fondation, on a lancé un appel à projet là-dessus, sont des outils qui pourraient faciliter la vie des gens et les maintenir beaucoup plus longtemps à domicile. Et puis enfin, faire connaître cette maladie, parce que comme vous le disiez, elle terrifie beaucoup de gens, mais ce sont des proches, c'est tout un chacun, leur nombre augmente en permanence et on va devoir et on doit les accepter dans la société tels qu'ils sont. Professeur Amoyel, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.